Quand j'étais petit, j'avais une magnifique carte Celebi. Tous mes amis la voulaient, on n'arrêtait pas de se disputer, alors j'ai déchiré la carte pour conserver notre amitié. Aujourd'hui, cette carte peut monter à plus de 2000 € aux enchères. Quand j'ai appris ça, je me suis mordu très fort les doigts. Si pour les plus petits, on achète des cartes pour leurs illustrations, que pour les jeunes ados, on les collectionne, pour les adultes, les cartes Pokémon sont devenues un moyen de gagner de l'argent à la manière des plus grands traders. Mais les cartes Pokémon, c'est arrivé quand? Comment fait-on pour connaître le prix d'une carte, sa rareté? Si ça se trouve, vous possédez aujourd'hui une carte qui vaut extrêmement cher sans le savoir. Alors avant de jeter vos vieilles cartes Pokémon à la poubelle, voyons ensemble l'histoire et les secrets des cartes Pokémon. Comment sont nées les cartes Pokémon? Si aujourd'hui elles sont partout dans nos magasins et sur nos écrans, il fut une époque où les cartes Pokémon venaient tout juste d'arriver dans nos rayons. Remontons dans le temps, Pokémon Vert et Rouge venait tout juste de sortir au Japon. Et là, c'est le méga succès. Pokémon doit et va être une machine à fric. Réunion marketing, nous allons sortir des jouets, un animé et surtout un jeu de cartes Pokémon. Mais du coup, pourquoi des cartes à jouer? Pourquoi ne pas plutôt faire des POG ou un simple jeu de société? Déjà, car les cartes, ça coûte moins cher à produire. Qu'à l'époque, les cartes à collectionner, c'était déjà tendance, avec les vieilles cartes de baseball, ou même les cartes Magic, et surtout pour respecter l'une des valeurs de base que représente la licence Pokémon, l'échange. Et c'est tout d'abord deux cartes qui vont être créées, un Pikachu et un Rondoudou. Ils accompagneront tous deux le jeu Pokémon Bleu dans un Coro Comics de 1996. Ouais, la version bleu au Japon parce que eux ont eu les trois couleurs. Si vous n'aviez pas eu de chance, vous pouviez les obtenir en version brillante dans le premier guide officiel du jeu. Elles sont toujours aussi moches, on va pas se le cacher. L'illustrateur de ces cartes, c'est Kinebuchi. Vous le connaissez forcément puisque c'est lui qui a designé toutes les cartes énergie. Ouais, les cartes dont tout le monde se fout. Entrons maintenant dans le vif du sujet, le moment où les premières vraies cartes autres que promotionnelles sont sorties. Au Japon, ça se passe en novembre 1996, 9 mois après la sortie des premiers jeux. Nintendo a confié la fabrication à une société tierce, Media Factory. Celle-ci gérera pas mal des produits dérivés Pokémon, comme les films, les jouets ou du coup, les cartes japonaises. Et si je précise japonaises, ce n'est pas pour rien. Aux États-Unis et dans les autres pays du monde, c'est la société Hasbro qui s'occupait de les produire, avec sa filiale Wizard of the Coast ayant déjà fait leurs preuves avec le jeu de cartes Magic. En France, les cartes Pokémon sont arrivées un mois après la sortie des jeux vidéo. C'était la folie. Les gens parlaient plus des cartes que des jeux eux-mêmes, et les cours de récré étaient envahis de Pokémon. Aux États-Unis, les premières cartes Pokémon qui furent mises en vente, c'était sous forme d'un booster de 24 cartes, le Booster Demo Games, qui expliquait comment fonctionne le jeu. Les gérants de boutiques de cartes étaient gâtés puisqu'ils recevaient un deck d'ondine et un deck de pierre, afin qu'ils puissent expliquer les règles et organiser les tournois. Ces cartes sont un peu spéciales, leur verso a un contour rouge et une lettre au milieu de la Pokéball. Et en France du coup, est-ce qu'on a eu quelque chose de ce genre? Du style une grosse inauguration dans nos magasins avec des concours, ou même des decks personnalisés pour apprendre à jouer? Non, on n'a rien eu en France, que dalle. Les cartes Pokémon ont directement été mises en magasin dans ces grandes displays de première génération que vous avez sûrement dû voir il n'y a pas longtemps sur YouTube. Je vous rassure, on en parle plus tard dans la vidéo. Sachez cependant que les cartes que vous connaissez ne sont pas les seules à avoir été en vente sur le marché à l'époque. Les Lamine Cards par exemple, des cartes en plastique transparente qui aujourd'hui se vendent 10 € l'unité, et les cartes Tops, des full art avant l'heure avec une description du Pokédex derrière. Et dinguerie, certaines cartes se vendent aujourd'hui à plus de 100 €. Comme quoi, tout est bon à garder pour se faire de l'argent. Les cartes Pokémon censurées ou supprimées. L'arrivée des cartes dans d'autres pays a causé pas mal de soucis à Nintendo. Si au Japon on accepte certaines choses, en Occident, beaucoup moins. Certaines cartes furent censurées pour le marché mondial, comme par exemple l'Iputu du set de base. Vous connaissez l'histoire, ça ressemblait à une blackface, alors ils l'ont changé de couleur, passant du noir au violet. Pareil pour la carte Technique Ninja de Koga, je vous fais pas un dessin. En réalité, ce symbole n'est pas celui que vous pensez. Il s'agit ici d'une Vatiska, un symbole hindouiste. Il existe aussi un autre type de censure, celle qui touche à la nudité. Avec par exemple la carte L'arme d'Ondine, où le dit personnage est dénudé. Ouais, enfin, elle est quand même censée avoir 12 ans, frérot. Voilà pourquoi ça sera remplacé dans les autres pays par une illustration d'Ondine qui pleure. Mais cette carte, elle est mignonne par rapport à l'émeumeux. Dans nos versions, on voit de simples bouteilles de lait. Mais au Japon, c'est un dresseur Pokémon en train de nourrir son fouinette, avec une machine qui simule le pis d'une vache. On a aussi un Tanmorph qui a les yeux un peu trop baladeurs, des machines à sous recadrées, des crucifix retirés du fond pour éviter le symbole religieux, et puis tu as des censures plus stupides, comme par exemple la carte de Morgane, dont on a changé de l'illustration car les gens y voyaient un doigt d'honneur. What?
À côté de la censure, on a aussi les interdictions d'utiliser des cartes en tournoi, soit parce que les cartes sont trop broken, soit parce qu'elles sont totalement what the fuck. Voici Pikachu de L'espace vide en haut de la carte sert à inscrire le nom du possesseur de cette dernière. Il fallait aussi renseigner sa date d'anniversaire en bas de celle-ci. À première vue, on pourrait croire que c'est juste une carte événement, qu'elle possède des stats mauvaises et qu'elle est totalement jouable. Mais la spécificité de cette carte se trouve dans son attaque. Si ce n'est pas votre anniversaire, cette attaque inflige 30 dégâts. Si c'est votre anniversaire, lancez une pièce. Si c'est face, cette attaque inflige 30 dégâts plus 50 dégâts supplémentaires. Si c'est pile, cette attaque n'inflige que 30 dégâts. Ouais, c'est débile. Une carte efficace qu'une seule fois par an. Qui plus est, la version japonaise de la carte avait une petite inscription en rouge nous signalant qu'elle n'était pas utilisable en tournoi. Mais Wizards of the Coast ont oublié de rajouter cela en traduisant la carte. Du coup, on s'est retrouvé à avoir des petits malins qui mentaient sur la date de leur anniversaire en tournoi pour la sortir comme si de rien n'était. Cette carte était en fait là pour la promotion d'un manga Pokémon uniquement sorti au Japon, intitulé « Comment je suis devenu une carte Pokémon ». Chaque tome était accompagné d'une carte dont l'illustration était designée par le créateur du manga. C'est cool de permettre à des gens qui travaillent avec Pokémon de faire des produits dérivés à leur effigie. Et c'est aussi le cas pour le légendaire Imakuni. On a déjà dédié une partie complète à cette personne dans une vieille vidéo sur Trash. Le mec a fait les musiques de l'animé Pokémon et depuis on le retrouve partout. À commencer dans les cartes à jouer. Si le bougre a carrément sa carte dresseur, il a aussi ses cartes Pokémon super bizarres. Le Doduo d'Imakuni. Cette carte, c'est du n'importe quoi et on comprend vite pourquoi elle a été interdite en tournoi. Pour pouvoir initialiser une retraite avec cette carte, donc la retirer du terrain, il faut la lancer le plus loin possible. Et à côté de ça, pour attaquer, si vous vouliez faire des dommages à votre adversaire, il fallait chanter une chanson complète à haute voix. Imaginez cette carte jouée par tout le monde dans une compétition Pokémon. Sinon, connaissez-vous l'histoire du Regeller? On avait déjà abordé le sujet dans la vidéo sur les dramas Pokémon, et contrairement à Imakuni, celui-ci n'a pas fait copain-copain avec Nintendo. Uri Geller, c'est lui, un sujet psy autoproclamé qui fait sa fortune sur son activité favorite. Plier des cuillères. Un jour, alors qu'il fait ses courses à Tokyo, plein d'enfants viennent vers lui et lui demandent de signer des cartes Pokémon, représentant toutes un seul petit monstre, Kadabra. En japonais, Uri Geller se prononce Yurigera, et faut se l'avouer, ça ressemble de ouf au nom japonais de Kadabra, Yungera. En plus de ça, ce Pokémon aussi tord des cuillères. Si au départ cela semble l'amuser, il va vite déchanter quand la carte Kadabra obscure va sortir. Des enfants ont peur de lui, on lui dit qu'il est maléfique, bref, ça lui donne une mauvaise image. Uri Geller dira même en interview, Nintendo a fait de moi un personnage Pokémon malfaisant et occulte. Nintendo m'a volé mon identité en utilisant mon nom et mon image signature. Il ira même accuser la franchise d'antisémitisme. En effet, Geller est juif et pour lui, le symbole sur le ventre de Kadabra représente la Schutzstaffel. Je suis désolé pour mon accent. Le symbole SS. Bon, là tu vas peut-être un peu loin dans tes accusations, poto. Il poursuivra Nintendo en justice et depuis ce jour, on ne verra presque plus Kadabra dans les goodies Pokémon. Mais en novembre 2020, Geller annonça sur son Twitter « Je suis réellement désolé pour ce que j'ai fait il y a 20 ans. Je lève mon interdiction. » Chaque jour, Geller recevait des mails lui parlant de cette carte, lui demandant de laisser Nintendo utiliser ce Pokémon sans problème. Même 20 ans après. Et force d'acharnement, ça semble avoir fonctionné. Vous étonnez pas si dans les prochaines extensions de cartes, vous revoyez ce Pokémon apparaître. Ces cartes que tu ne verras jamais. Chez les collectionneurs de cartes, on n'arrête pas de parler de la sacro-sainte Dracofeu holographique première génération Shadowless. Tout le monde se l'arrache, dépense des fortunes pour en avoir une de bonne qualité. Mais au final, on finit par l'avoir partout. On en oublie presque que cette carte est encore disponible dans plein de boosters de l'époque. Mais il existe un autre type de cartes bien plus rare, les cartes promotionnelles. Si aujourd'hui elles ne sont pas folles, qu'on peut en acheter facilement dans les magasins ou même en récupérer en allant au McDo, avant il fallait les mériter, vraiment. Nintendo avait le chic pour ça. Tu souhaites avoir cette magnifique carte Pikachu Trophée? Oh, très bien! Participe à notre tournoi qui se déroule uniquement au Japon. Tu veux la belle carte Ishihara GX? Bah travaille pour The Pokémon Company et bosse dur! On t'offrira peut-être la carte pour les 60 ans d'Ishihara, et si t'es gentil, il viendra même te la signer. Bon toutou! Il existe plein de cartes de ce type, où il fallait participer à un tournoi avec tes parents, faire un tournoi à Hawaï, être là à la sortie d'un film au cinéma. Mais la plus rare de toutes, c'est numéro 1 Trainer. Une carte holographique de Mewtwo avec un tampon en forme de Pokéball. La carte servait de laisser-passer pour participer au tournoi ultime avec tous les champions dans un endroit encore aujourd'hui secret. Le truc, on dirait le scénario d'un film. C'est trop génial. Les cartes Pokémon en jeu vidéo.
Si aujourd'hui le jeu de cartes Pokémon est disponible en ligne sous le nom de Pokémon Trading Card Games Online, ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. D'ailleurs, vous savez cette petite carte avec un QR code dessus dans chaque paquet? Eh bah, c'est à ça qu'elle sert. Elle vous permet de rajouter les cartes que vous venez d'obtenir dans la version online du jeu. À l'époque, pour jouer aux cartes Pokémon autrement qu'en version papier, il fallait une Game Boy Color. Et c'était fou! Enfin, pour l'époque. Tu commençais le jeu dans un labo Pokémon, on te donnait non pas un starter mais un deck autour de ce dernier, et tu devais aller affronter 8 champions d'arène Pokécart pour devenir le meilleur joueur. T'avais même un rival qui ressemblait à Blue, Ronald. Et surtout, 4 grands maîtres, tous avec une carte Pokémon légendaire. Avec le jeu, on recevait une vraie carte promotionnelle. Au Japon, un magnifique Dracolos dessiné par Ken Sugimori, et dans le reste du monde, un simple Meowth. Même si la carte était holographique, entre un chat et un dragon, j'ai vite fait mon choix. On pouvait heureusement se rattraper avec le guide officiel du jeu vidéo, nous donnant un magnifique Florizard holographique. Tout ça, c'était chouette, mais ça sera malheureusement le seul jeu que l'on aura en France. La suite du premier opus ne sortira qu'au Japon sous le nom de Pokémon Trading Card Games Here's Come Team J-Hair. Ça reprenait directement à la suite du premier jeu, avec des super méchants qui viennent voler les cartes de tout le monde. Même si cette fois-ci, on pouvait jouer un personnage féminin. La team Great Rocket vous piquera même vos cartes. Vous devez utiliser un tout nouveau deck et repartir de zéro. Cette fois-ci, c'est 8 champions appelés maîtres du cercle qui vous barreront la route. À nouveau 4 grands maîtres à affronter comme conseil des 4, et la grosse nouveauté apportée par cette team de méchants, c'est 7 chefs de fort et 3 grands chefs qui sont presque imbattables. Comme pour le premier, 2 cartes promotionnelles furent distribuées, un magnifique Lugia qui a été directement offert avec le jeu, et un Mewtwo se trouvant dans la boîte Game Boy Advance aux couleurs de Celebi. Matez-moi cette magnifique console. Il reste un jeu sorti pas longtemps après la 5e génération, encore une fois disponible seulement au Japon. Il est intitulé sobrement Pokémon Card Games DS. On pouvait utiliser que seulement 3 decks et affronter 5 adversaires, le jeu servait plus de tuto au jeu de cartes qu'autre chose. Je pense honnêtement que Nintendo devrait sortir un nouveau jeu de cartes Pokémon sur Switch. Je suis sûr qu'avec la hype actuelle, ça marcherait de ouf. Et peut-être qu'enfin, les gens apprendraient à jouer avec les vraies règles. Les cartes Pokémon, c'est pas que de la collection. Le record impossible de Michou. Michou, c'est le nouveau héros du YouTube français. Et récemment, il y a eu un truc qui a fait le tour de la toile. Avec son pote Inox, ils ont décidé d'acheter une display de la toute première édition des cartes Pokémon françaises. C'est une boîte en parfait état, encore sous blister et scellée. Alors qu'elle date des années 1999, hein. Ce genre de display, c'est terriblement rare. Mais la rareté, ça a un prix, 50 000 €. Ouais, c'est énorme. C'est le prix d'une belle voiture, d'un appart à Angoulême ou de 10 000 kebabs avec la sauce algérienne, chef. Certains trouveront ça fou, mais son prix est totalement justifié. Surtout que son investissement s'est avéré rentable. Ils ont tiré des cartes incroyables, plusieurs Léviator, la fameuse Dracofeu holographique que tout le monde s'arrache et qui rentabilise à elle toute seule le prix de la boîte complète. Et même le tignon holographique qu'Inox souhaitait avoir plus que tout. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, Michou tire la 12e holographique du display, sachant qu'il ne peut y en avoir plus dans ce genre de boîte. C'est impossible. Et pourtant, David Lafarge, qui est un pro en ouverture de booster, va se rendre compte de quelque chose. Professeur, faux professeur. David, maintenant. Non, Il vient de se produire l'impensable, l'inimaginable. Rendez-vous compte, c'est la première display à avoir eu une erreur de ce type dans son contenu. La première fois au monde qu'une display contient 14 holographiques. C'est mathématiquement impossible. Et ça, même sans être expert, on le comprend très vite à la tête de David. Alors forcément, on doute. Comment ça se fait que ça tombe sur la seule boîte pas ouverte, sur la chaîne d'un gros youtubeur? Pourtant, tout a été enregistré, du décellage au déballage, tout est clean. Il a eu de la méga chatte. Les mecs qui lui ont vendu ont dû être un peu deg quand même. Ou peut-être fiers de se dire qu'ils avaient une boîte si incroyable dans leur collection. Ça me rappelle une autre histoire d'ailleurs, qui est passée à la télé dans l'émission Pawn Star. Le principe est simple, c'est des prêteurs sur gage qui des gens ramènent des objets rares pour les mettre en enchère derrière. Et durant la saison 14, un grand monsieur nommé Gary vient présenter sa collection complète de cartes Pokémon pour la faire estimer et espérer la vendre. Rick Harrison se moquera presque de lui, ne comprenant pas l'intérêt de vendre des choses comme ça. Il fera même appel à un expert qui tentera de le rassurer en lui expliquant qu'il avait actuellement l'une des plus grosses parts du marché des cartes Pokémon sur son comptoir. Ouais, c'est pas une petite collection. En même temps, Gary c'est pas n'importe qui, c'est le Pokémon King. Le gars a toute une collection complète de Dracofeu extrêmement rares. Et vous savez la carte dont on a parlé plus tôt là, le Dracofeu holographique du premier set?
il en a 7. La thune qu'aurait pu se faire Pawn Stars s'ils avaient accepté son marché à 500 000 $. 500 000 $ pour tout ça, aujourd'hui, c'est le prix d'une seule de ces cartes. Ce n'est cependant pas la dernière fois qu'on entendra parler de Gary. C'est à lui que Logan Paul ira acheter sa carte pour la somme de 150 000 $. Et c'était pas du tout gagné d'avance. Logan le dira lui-même. Plus il parlait, plus je me rendais compte qu'il n'avait littéralement aucune chance qu'il me vende son bien le plus précieux. Mon argent stupide ne signifiait rien pour lui. Gary finira par accepter, voyant la passion dans les yeux du vidéaste, ce dernier étant prêt à tout pour obtenir cette carte. Il paya la carte et partit le sourire aux lèvres. Gary rajoutera sur Instagram que la vente de cette carte était pour lui l'un des jours les plus heureux et les plus tristes de ma vie. Je comprends que ça te fasse du mal, mon gars, mais si sur tes 6 cartes restantes, tu pouvais m'enfiler une ou deux, je serais pas contre. Voilà! Comme on a pu le voir ensemble, les cartes Pokémon depuis leur sortie ont toujours profité d'une hype énorme, qui parfois se tasse mais revient toujours sur le devant de la scène. Suffit de voir ce qu'il se passe en ce moment, les ouvertures de boosters, les achats de cartes Pokémon à des prix exorbitants, des rappeurs qui montrent leur collection en featuring avec des youtubeurs, et parlons-en des youtubeurs. David Lafarge par exemple qui bat ses records de vues, Logan Paul aux États-Unis qui a dépensé plus de 2 millions de $ en cartes. Il y a même des boutiques aux États-Unis qui cessent de vendre des cartes, car leur clientèle devenait violente pour les acheter avant les autres. Ce n'est plus une simple mode, c'est un véritable phénomène. Et vous, que pensez-vous de cette hype remontante pour le jeu de cartes Pokémon? Est-ce que vous pensez que ça va continuer longtemps ou s'arrêter subitement du jour au lendemain? Je vous invite à y débattre en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la question. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça me ferait oméga plaisir. N'oubliez pas non plus de mettre un pouce bleu si le sujet vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à Efersio pour son aide sur le montage et on se retrouve bientôt sur Pokémon Trash pour une prochaine vidéo. Ciao!